Mais on a quand même fait le nécessaire. On a commencé par des concours d'architecture, ensuite on a les réalisations n'ont commencé qu'en 2011-2012. Vous voyez un petit peu déjà le gap qui était assez important. Et ensuite on a rencontré beaucoup de problèmes sur le terrain, notamment le fait qu'on n'ait pas de matériaux. D'accord. Les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. Alhamdoulilah, justement. On a les matériaux, on a les isolants. En termes de double vitrage, la production nationale suffit largement. Donc maintenant ça commence à se vulgariser. Mais les promoteurs ne sont pas venus. Pourtant, c'était de l'argent non remboursable. Hein, donc on a changé un petit peu notre fusil d'épaule, on est parti vers le bénéficiaire. Et là, ça a beaucoup mieux fonctionné pour la réhabilitation. D'accord. Ensuite, on a essayé de travailler sur les cahiers de charges avec le secteur. D'accord. Donc on leur a rédigé des cahiers de charges, déjà des cahiers de charges, surtout pour la sélection du bureau d'études. Parce qu'il faut... Ah oui, c'est très important, il n'y a pas que les cahiers de charges de réalisation, il y a le cahier de charges pour sélectionner le bureau d'études qui va faire cette étude. Parce que si le bureau d'études ne maîtrise pas justement les aspects thermiques, ça ne sert à rien. Donc ça c'est très important. Et ensuite, bon, maintenant on est en train de changer encore un petit peu, on va aller un petit peu plus loin, et c'est quoi l'objectif maintenant? C'est aller vers des labels. D'accord? Donc label, ça reste volontaire. Et vous voyez qu'on a essayé un petit peu tous les leviers. Et là, on travaille justement avec ce qu'ils nous demandent. J'allais y arriver. Donc, on est en train de travailler justement avec Washatik, justement pour travailler sur les matériaux durables et efficaces énergétiquement. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne connaissent pas encore ces matériaux. Ils ne connaissent pas ces matériaux. Donc si on joint un petit peu nos efforts via la plateforme qui regroupe quand même un certain nombre de prestataires et d'acteurs du secteur, plus notre expérience en termes d'efficacité énergétique, bon, ça demande du temps à mettre en place parce qu'il faut labelliser, il faut certifier, etc. Mais on va voir comment mettre en place, et ça va donner on va dire un petit boost, notamment. Mais maintenant, je pense, ça reste un avis personnel et que comme dit Patron Perrin, et je maintiens. Maintenant, il faut aller vers la sanction. C'est-à-dire que vous n'avez pas, vous n'avez pas de permis de construire si vous n'avez pas déposé au CTC, eh ben, vous n'aurez pas de permis de construire si vous n'amenez pas votre bilan thermique pour justifier que votre bâtiment est efficace énergétiquement. Il faut qu'on aille vers ça, il faut qu'on aille vers une étiquette énergétique des bâtiments. Ça se fait graduellement. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut créer l'environnement au fur et à mesure pour arriver à ça le plus rapidement possible. Parce que si on continue à construire tel qu'on le construit aujourd'hui, nos réserves de gaz, on peut leur dire ciao. Aussi, on peut se poser, est-ce qu'on va sanctionner l'État qui construit aussi sans les normes? L'État légifère. Une fois qu'il légifère, tout le monde doit respecter la loi. Eh bien, l'État, c'est le premier qui doit respecter la loi. C'est pas ça le sujet. Avant d'aller à la sanction, parce qu'il y a un gros travail de vulgarisation, je ne sais pas pourquoi on n'a pas entamé depuis Shahal, je ne sais pas, mais tu sais, quand tu nous parles d'échec vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc, au niveau communication, je suis dedans depuis quelques temps déjà. Pourquoi, par exemple, ne pas inciter avec peut-être un prix national, mais doté, je sais pas, prix, quelque chose, 10 millions de dinars, ou n'importe quoi. Non, sérieux. Tu incites les gens à travailler dans les normes et tu les récompenses avec un label, des labels, un écolabel, même que ce soit des matériaux, mais que ce soit aussi des bâtiments qui sont réalisés et peut-être primés ou faire un prix national sur ces aspects-là. Peut-être. Alors, ça peut aider, ça peut motiver. Je vais te répondre. C'est mettre beaucoup de... Alors, il faut relativiser les choses. D'accord. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le ministère de l'énergie renouvelable, et avec toutes ces agences, c'est-à-dire l'APRU, nous ne sommes pas les constructeurs. Nous sommes là pour justement vulgariser, sensibiliser, montrer le chemin. Mais celui qui doit faire les efforts, c'est tous les secteurs.
Pas seulement le bâtiment, le transport, l'agriculture, les collectivités, tous les secteurs doivent faire cet effort-là. Donc il ne faut pas mettre c'est-à-dire sur les épaules du ministère de l'Énergie, ah c'est l'énergie, c'est lui qui sont. Non, 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 c'est un axe vraiment transversal et tout le monde doit. Et ça, l'effort doit être conjoint. Si on veut réussir, il faut travailler tous ensemble. Et effectivement, mettre un prix, alors il existait, alors petite précision, on l'a instauré une année, donc, mais on a surtout récompensé les bureaux d'études. D'accord. On va y réfléchir, on va essayer de monter ça. Voilà, exactement. Allez, on poursuit. Allez-y, Mariam, allez-y. Je voulais répondre à la question de Dalila qui est très pertinente parce que si c'est l'un des secteurs, sans les autres secteurs, ou si c'est l'un des acteurs dans un secteur qui y va, il n'y a pas la prime au pionnier. Il ne va rien gagner de particulier, même en reconnaissance, même en médiation, etc. Par contre, la carotte sans le bâton, malheureusement, ne fonctionne pas et on l'a vu. Et on a juste à regarder ce qui s'est passé dans les autres pays. Pour l'efficacité énergétique, moi je raisonnerais par palier. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens de son énergie aujourd'hui. Et par exemple, un secteur qui est déjà très très bien accompagné et qui n'est pas stratégique devrait avoir un prix de l'énergie qui est différent, c'est les fameux tarifs bleus dans d'autres pays, etc., que les secteurs que l'on veut accompagner, et notamment la population. Donc pour moi, et en plus c'est très facile de le faire puisqu'on a les qualités du consommateur, Sonelgaz, elle a tout ça bien rangé et bien traité. Pareil sur la moyenne tension, la très haute tension, la basse tension ou même par zone, on ne devrait pas tous avoir le même prix de l'électricité parce qu'on ne sait pas tous aujourd'hui le même avoir. Donc ça c'est déjà la première chose. Des incitations après, elles sont assez facilement transférables parce qu'elles ont déjà montré efficacité ailleurs. La première, c'est les incitations fiscales. On a une grosse pression fiscale en Algérie. Qu'elle soit sociale, la TAP, l'IBS, la TVA, l'IRG, et j'en passe. Pour tout ce qui est social, c'est énorme. Pour une entreprise et on est évidemment nombreux, qui supportent cette pression fiscale, c'est énorme. Donc c'est déjà un peu comme ce qu'on a vu ce matin sur les startups. On enlève des 1% par-ci, par-là, parce que vous avez une efficacité énergétique, ça coûte rien à l'État, c'est juste du cash-in en moins. Mais c'est extrêmement efficace, ne serait-ce que pour la partie cognitive. Parce que les impôts, si on en paye moins, on est toujours prêt à faire des choses. C'est du crédit d'impôt, c'est du rescrit fiscal, c'est facile avec le ministère des Finances, parce qu'encore une fois, c'est pas un cash-in ou un cash-out. Et ensuite, il va y avoir, à mon sens, bien sûr, de non pas mettre des sanctions, parce que le mot peut faire peur, mais de mettre des incitations qui ressemblent à une sanction si c'est pas fait, et notamment dans les nouveaux projets. Bonus-malus. Voilà, un système de bonus-malus, tu le fais, c'est bien, tu as un bonus, tu le fais pas, tu as un malus, donc tu es plutôt incité doublement avec un écart type en mathématiques pour du coup gagner 2 fois plus si tu ne le fais pas. Après, tout ce qui est injection sur le réseau pour l'énergie, tout ce qui est... ça c'est encore un autre débat qui dépasse largement le type de l'incitation. Par contre, toutes les aides qui, encore une fois, dépendent directement de tout ce qui est psychologiquement attractif et facile, comme les impôts, ça, je pense qu'il faut y aller. Moi, il y a des aberrations dans mon secteur, parce que j'achète des équipements. J'achète de l'aluminium, tu le sais. J'achète des câbles, j'achète des panneaux, j'achète de l'onduleur de puissance. Les onduleurs de puissance et les panneaux photovoltaïques, j'y ai cru pendant longtemps, on n'est pas au niveau pour l'instant, et on ne sera pas au niveau avant plusieurs années. On a des champions du monde, c'est Huawei, c'est SMA sur les onduleurs, Siemens a lâché, Schneider a lâché, ABB a lâché, les Américains a lâché. Il y a 3-4 acteurs, les Chinois, on sait pourquoi, on ne sera pas au niveau. Sur les panneaux photovoltaïques, j'y ai beaucoup cru, je sais qu'il y en a encore qui se battent aujourd'hui et je salue leur... Mais pareil, on n'y arrivera pas. Donc si j'importe ces équipements-là, ils sont taxés à 5% pour le onduleur, jusqu'à 30%. Le panneau solaire, il est taxé 30%, alors qu'il ne l'était pas avant, parce qu'on s'était battu pour ça. Et le câble, c'est 60%. Donc déjà, c'est énorme. Juste sur les équipements, je suis algérienne. Par rapport à la Tunisie, je suis déjà plus chère. J'ai rien fait encore, j'ai pas bougé, je suis déjà plus chère. Ensuite, pour répondre à la question sur les services, comme on ne sait pas payer du service et que c'est du métier d'ingénieur et qu'un ingénieur, ça coûte, ben là aussi, on sait qu'on va avoir un petit delta. Donc nous, les créateurs, dans ces secteurs-là, si on peut avoir pendant quelques années des ingénieurs sur lesquels on ne va pas payer d'IRG, c'est tout bête, hein, même si on n'est pas start-up, même si on ne va pas payer des IRG, les coûts des recrutements, etc., c'est énorme parce que l'Algérie a formé énormément d'ingénieurs énergie renouvelable.
énormément d'ingénieurs efficacité énergétique. Je ne connais pas une université, on a fait tout le pays, qui n'a pas une spécialisation, une efficacité énergétique, énergie électrique, thermique ou bien photovoltaïque. Donc on a plein d'ingénieurs qui, en termes de compétences, ne se valent pas tous, mais il faut que nous, on soit incités à les recruter et à les former parce qu'on fait beaucoup dans ce sens-là. Voilà des petites choses très pratico-pratiques qui, a priori, coûtent rien, mais qui, je pense, peuvent donner beaucoup d'efficacité. Allez, on avance. La question de monsieur au fond de la salle. Juste apporter une certaine expérience par rapport à ce qu'on a fait au niveau de la ville de Genzet. Là, on est en train de travailler sur une station d'épuration autonome pour traiter les eaux usées. Et j'avoue qu'avant, on pensait à alimenter cette station avec de l'énergie de soleil gaz. En fin de compte, on a eu un problème de transport. Parce que la station, généralement, elle est très loin, pratiquement 3-4 km. Si on ramène un câble jusqu'à la station, ça nous consomme. Donc, je crois qu'il faudra peut-être, pour les concepteurs de système, je crois qu'il est très intéressant de dimensionner un dispositif de telle façon à ce qu'il est capable d'être piloté ou alimenté à partir d'une station PV, donc à partir d'une station solaire. Et nous avons travaillé sur ça, par rapport à une conception, on a remplacé les pompes par des vannes motorisées, avec des vannes qui s'ouvrent, une action qui se fait en 2 minutes, pendant 3 actions dans la journée. Ça nous permet d'économiser l'énergie et ça nous ouvre la possibilité d'utiliser des panneaux solaires au lieu de rameaux de l'énergie. Donc je crois que pour les gens qui font de la conception, que ce soit n'importe quel dispositif technique ou tout, de manière générale, il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils conçoivent leur système de telle façon à pouvoir être supporté par un panneau solaire pour pouvoir l'alimenter. Ça c'est par rapport à ma petite expérience dans ce domaine. Merci à vous. Une autre question peut-être ou remarque, une autre intervention. Très bien, l'heure de clôturer. Alors j'appelle déjà Akli. Voilà. Un des organisateurs de Building Confluence qui touche à sa fin. Je lui donne la parole. Vous pouvez rester si vous voulez. Alors, moi j'appelle tout le monde, j'aimerais que tout le monde se rassemble dans la grande salle, tous les exposants aussi. On va les attendre 2 minutes. Les filles, s'il vous plaît, essayez de appel à tous parce que c'est la clôture. Appel à tous les exposants, à tous les présents, rejoindre la salle de conférence. S'il vous plaît. Même ceux qui sont dans les salons, s'il vous plaît. Ceux qui sont dans les stands. Voilà, vous êtes invités à rejoindre la grande salle. Merci. Magnifique. Le truc concret. Vraiment. Alors merci de rejoindre la salle. Madame, messieurs, merci de rejoindre la salle. Monsieur, monsieur, là-bas les deux madame et monsieur. Madame et monsieur. Madame et monsieur. Si vous pouvez nous rejoindre dans la grande salle, merci. Alors, avant que je prenne la parole, je veux que Reda Kessanti nous donne un peu son bilan de ce qu'il a fait, parce qu'il y avait une activité en parallèle, une petite formation sur les BIM qu'il a menée, déjà. Comme elle n'était pas visible, elle était dans une salle au 3e étage. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? C'était confidentiel à ce point. Bonsoir à tous. 18h, on est bon, on est bon. Bah écoutez, c'était, je trouve que c'est la première fois qu'on a fait sous cette forme-là. Habituellement, ce qu'on a... Une seconde, dans la salle, s'il vous plaît, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Merci, tout le monde peut s'asseoir.
Ça, on va prendre 10 minutes seulement de votre temps pour clôturer cet événement. Merci. Prenez place, vous êtes les bienvenus. Ah, on clôture l'événement. Ça prendra 10 minutes. Promis, pas plus. Voilà, tout le monde est installé? Très bien, allez-y. Alors, moi j'en ai pas là. Donc l'idée était d'essayer de faire des ateliers sous forme de workshop. Et la forme était un peu plus différente de ce qu'on faisait habituellement. Donc habituellement, on venait là, enfin je venais personnellement essayer d'exposer tous les projets complexes et ou compliqués sur le BIM principalement, comment l'intégrer dans des projets certains, donc, que ce soit dans l'industrie, dans le tertiaire ou autre. Et on s'était dit avec Aclic, peut-être ça devait être un peu plus intéressant d'essayer de faire une forme de formation between brackets et d'essayer de faire participer les utilisateurs et usagers, donc ceux qui utilisent le logiciel pour faire du BIM et ceux qui décident, pour les managers, de comment ce logiciel devrait être utilisé pour aboutir à quoi. Donc l'idée était de refaire un peu ce qu'on a, ce que j'appelle depuis quelques années maintenant, le passage du processus de conception traditionnel, le PCT, vers le processus de conception intégré, donc PCI. L'idée de trouver cette maquette numérique, comment l'intégrer, comment lui donner de la data, comment passer vers une conception architecturale, la placer dans son environnement immédiat, 6e dimension, pour l'efficience d'un bâtiment, pour le coût, le temps, le cost, etc. Donc l'idée était de passer du BIM vers la SIM, la Site Information Modeling. Donc voilà, c'était sur 3 jours, c'était sympa, on a reçu pas mal de monde. Ceux qui s'intéressaient, ceux qui s'intéressaient moins, on devait motiver. Ceux qui avaient peur du coût de cette formation surtout, mais pas par rapport à ce que moi je donnerais, mais par rapport au logiciel et toutes ces histoires-là. Donc c'était relativement intéressant. J'espère qu'il y aura d'autres sessions. Merci à Pli pour tes efforts et puis au grand plaisir de vous revoir tous, un par un. Merci beaucoup. Merci. Appelez peut-être le temps des remerciements pour les partenaires, pour l'équipe technique qui a été à la hauteur et qui a permis la réussite technique, notamment le son, l'image, aux animatrices qui étaient là pour guider, accompagner, à l'écoute des participants et des présents, et puis évidemment les organisateurs qui sont avec moi ici. On va leur donner peut-être un mot de la fin, en commençant par Mourad Hamadash. Ça marche. Sinon, hack le micro, hack. Merci. On arrive à la fin. Je remercie l'ensemble des participants, des visiteurs, des conférenciers. Ça, c'est la 2e édition. Et effectivement, la première qui m'a parlé tout à l'heure, c'était un autre aménagement, une autre organisation. Cette année, on a fait des conférences et puis une autre salle pour les exposants et les startups. Et puis la 3e, on verra comment aménager ça, Inch'Allah. Vous serez aussi, j'espère, surpris et vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. On en a plus, ça va pas tarder. Comme d'habitude. Alors, bien sûr, je tiens à remercier tous nos partenaires et que je vais citer, bien entendu. Merci à Algal Plus, on a Algal Plus. Je remercie Algal Plus qui a cru à cette initiative. Je pense qu'il a raison. L'année faite, il avait pris 9 mètres carrés. Cette année, ils ont pris 36 mètres carrés. Donc, je pense que ce n'est pas pour nos beaux yeux, mais parce que la rencontre, elle est efficace. Merci à Hasta la Vista qui nous accompagne. Amana Hasta la Vista. Voilà, Shakib. Donc, l'équipe d'Hasta la Vista qui nous suit depuis maintenant, c'est la 2e édition, qu'on a pu quand même concevoir avec cet espace. On aurait pu faire autrement et mettre plus d'argent dans notre poche, ça nous aurait coûté moins cher, mais on a voulu de toute façon placer cette rencontre sur une catégorie nouvelle qui n'existe pas dans ce pays. On veut redonner de l'importance aux acteurs du bâtiment,
qui sont aujourd'hui, malheureusement, je dirais, vraiment dévalorisés. Et tout le monde a ses contraintes. Le problème, c'est que chacun est dans son petit coin, à pleurer dans son petit coin. Et on a